Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième LMDSC, le mois d'un cinéphile, du mois de janvier. Et aujourd'hui j'aurai 30 films à vous critiquer, donc je vais peut-être faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai vu que la vidéo durait trop longtemps, à peu près 1h30. Donc j'ai préféré couper en deux parties et vous le mettre au fil du mois. C'est sûrement ce que je vais faire, peut-être en 3 parties cette fois-ci encore. Donc on va voir. Ce mois-ci, j'ai vu 30 films et j'en ai vu des pas mal. Et j'en ai vu aussi des plutôt mauvais, mais plus de pas mal que de mauvais. J'ai commencé le mois de janvier, le 1er janvier, donc avec Joy, le tout dernier film de David O. Russell. Donc, ça fait déjà 3 vidéos dont je vous parle de David O. Russell. Je vous avais parlé première fois d'American Bluff. Ensuite, j'avais parlé de Happiness Therapy, que j'avais adoré. Alors là, on se retrouve avec Joy, un film, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisque beaucoup de youtubeurs cinéma en ont déjà parlé. C'était super, vraiment. Alors, j'ai pas trouvé que ça arrivait à la cheville d'Happiness Therapy, mais j'ai vraiment trouvé vraiment pas mal de choses qui me faisaient déjà adorer Happiness Therapy, que ce soit la mise en scène de David O. Russell, le jeu d'actrice de Jennifer Lawrence, un scénario très intéressant, très bien écrit. J'ai vraiment adoré ce point-là. Non, franchement, le film était vraiment super et je commence vraiment à adorer David O. Russell. Il reste American Bluff qui, encore une fois, je vais le répéter encore une fois, il faut vraiment que je le revoie parce que j'avais vraiment pas aimé. Mais là, ça fait 2 films de David O. Russell que je découvre et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que il a un don pour l'écriture des personnages, je trouve. Les personnages sont super bien écrits, ils sont très attachants. Et puis, il nous présente des personnages du quotidien, pas des super-héros. À part un peu dans American Bluff où ils étaient un peu surnaturels, on va dire. Mais voilà, dans Happiness Therapy, c'est pareil. On se retrouve dans une petite famille américaine voilà, avec leur lot de problèmes. Et c'est super bien écrit, les acteurs sont très bons, très attachants. C'est le genre de film que j'aime bien, c'est le milieu qui m'intéresse plus que des films avec des grands super-héros, des héros voilà, hollywoodiens. Vraiment, c'est une réussite pour moi. Alors, j'ai moins aimé que de Happiness Therapy, mais vraiment, j'étais hyper content, quoi, parce que je vais souvent au cinéma pour voir pas mal de merde. Je vais rarement au cinéma, donc quand je vois un film qui est bon, je suis très content. Donc voilà, Joy, foncez. Ce mois-ci, j'ai vu Des mineurs de Catherine Bigelow, qui était sorti en 2009-2010 par là. Alors c'est un film, enfin c'est le premier film de Catherine Bigelow que je me regarde. Ça m'a jamais vraiment, j'ai jamais eu une envie de regarder ces films. Avant de regarder un réalisateur qui est renommé, je passe sur toute sa filmographie, je regarde un petit peu tous les scénarios jusqu'à ce que je trouve un film qui, au niveau du scénario, a l'air de m'intéresser et je le regarde. Catherine Bigelow, il n'y a vraiment aucun film qui m'intéresse vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu le même. Enfin, après, vraiment, au niveau de la mise en scène, c'est assez différent, vraiment. Mais je trouve que ça se rapproche d'un cinéma, au niveau des histoires qu'ils veulent raconter, d'un cinéma de Paul Greengrass. Un cinéma sur des histoires actuelles, de guerre, de conflits, des trucs comme ça. Avec une mise en scène qui se veut ultra réaliste et voilà, moi ça m'intéresse pas, j'aime pas. Il peut y avoir des bons films qui peuvent sortir du lot et qui vont vraiment me donner un coup de cœur si les personnages sont bien écrits, si tout ça, si la mise en scène est très intéressante, tout ça. Je peux trouver qu'un film est bon, donc je regarde quand même pour découvrir. Mais c'est pas le cinéma qui m'intéresse, tout simplement. C'est un film qui a remporté plein de prix. Pour moi, c'est assez incompréhensible parce que le film est vraiment pas incroyable. Je l'ai mis même dans mon flop de ce mois-ci. J'ai vraiment pas adoré. C'est-à-dire que la mise en scène est ultra réaliste, enfin se veut ultra réaliste, mais je trouve que c'est même pas réussi parce que j'ai un problème avec cette mise en scène qui se veut ultra réaliste, vraiment. Non, franchement,
l'histoire n'est pas incroyable, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose à part voir euh, plusieurs séquences où on voit des démineurs faire du déminage. C'est que ça le film, je trouve que les personnages sont pas travaillés, il n'y a pas vraiment de contexte. Moi je trouve ça vide, c'est-à-dire que ça montre même pas la violence des conflits. Réellement, moi ça m'a pas choqué. Vraiment, j'avais l'impression de voir un film d'action qui ne choque pas, ce genre de film-là. La scène finale, beaucoup de gens disent qu'elle est très réussie, où on voit une coupure nette entre le fait que Jeremy Renner, qui joue le personnage principal, passe du monde violent, je sais plus où ça se passe, c'est en Afghanistan. De l'Afghanistan, directement, on le retrouve dans un supermarché où tout est uni. Tout ça, c'est une bonne idée de mise en scène, ça je dois l'avouer. Mais ça a déjà été fait pas mal de fois déjà. Et puis j'ai pas trouvé que cette scène non plus incroyable. C'est une bonne idée, certes, mais c'est pas incroyable, c'est pas touchant, c'est juste une bonne idée, quoi, tout simplement. Donc pour moi, le film ne mérite pas vraiment tous ses Oscars, toutes ses nominations. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Il y a des gens qui ont adoré ce film. Je veux bien le recevoir. Alors il y a des gens qui l'ont pas du tout aimé, c'est-à-dire que le film est très lent. Ouais, c'est hyper chiant, et puis quand on a un scénario où on voit juste plusieurs séquences de personnes en train de déminer, et puis que finalement, à part Jeremy Renner, il n'y a aucun personnage qui est intense. Il n'est même pas travaillé, Jeremy Renner. Il n'a pas de relation avec les autres personnages. Il y a des morts quelquefois, mais on s'en fout parce qu'on les a limite jamais vus, les personnages. Enfin, voilà, pour moi, c'est un ratage complet, ce film. Je vais continuer un petit peu de découvrir des films de Catherine Bigelow. Je sais que c'est une réalisatrice qui est très renommée, principalement aux États-Unis, en France pas vraiment. Donc voilà, j'ai aimé quand même un petit bémol parce que je me doute que c'est des films qui plaisent aux Américains. En voyant des mineurs, on voit très clairement que c'est un film pro-américain et qui ne touche pas vraiment nous Français. Après, c'est pas de la propagande ou quoi, comme on pouvait le voir dans American Sniper de Clint Eastwood. C'est un peu plus subtil que ça, j'ai trouvé. Mais voilà, pour moi, c'est un ratage. Ce mois-ci, j'ai vu Desperado, le deuxième film de la saga El Mariachi de Robert Rodriguez. Je crois pas que j'avais déjà parlé d'El Mariachi dans mes vidéos, non. Je l'avais vu avant de faire des vidéos, il me semble. Donc ça, c'est la suite. Donc El Mariachi est très peu connu comme film de Robert Rodriguez. C'est un de ses tout premiers films, filmé avec une caméra toute pourrie, avec un micro-budget. Mais j'avais aimé parce que il y avait de l'humour, parce que voilà. On retrouve vraiment dans Desperado exactement la même chose, mais avec un gros budget, un plus gros budget en tout cas. Avec Antonio Banderas. On sent par contre à quelques moments qu'on a l'impression qu'il y a un producteur qui a vu son film, El Mariachi, qui lui a demandé refais-le mais avec un plus gros budget. Et on a l'impression que Robert Rodriguez a dit non, enfin voilà, t'as pas envie de refaire 2 fois le même film, et qu'il a voulu faire une suite, mais vraiment par accord, c'est-à-dire qu'aucun acteur n'est pareil. Au début j'avais un peu de mal à resituer l'histoire, quoi. Mais voilà. Donc, Desperado, c'était un bon film. Alors, c'était pas incroyable, mais j'ai passé un très bon moment devant. C'est-à-dire que Robert Rodriguez, on retrouve toujours un peu sa patte, moins le côté humour. Il y a un peu d'humour quand même, notamment au niveau de... Il y a plein de trucs, genre le fusil en forme de bite. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi, qui sont humoristique. Bon, moi j'ai pas éclaté de rire devant ce film, mais on retrouve vraiment le côté barré et puis à la fois le côté western moderne qu'on trouvait déjà dans El Mariachi, avec toujours cette guitare qui fait plein de problèmes, on sait jamais qui a l'arme, qui a vraiment la guitare, tout ça. Et puis c'est un film qui fait découvrir pour la première fois Selma Hayek, donc qui est une actrice, voilà, vous devez connaître quand même, donc ça c'est cool. Non, Desperado c'est un film plutôt réussi. Après pour moi je préfère encore d'autres films de Robert Rodriguez, c'est pas un réalisateur que je connais vraiment beaucoup,
mais j'ai préféré son film de zombies qu'il a fait avec Tarantino. Je me souviens plus son titre, le Grindhouse de Robert Rodriguez. Celui-là est vraiment très bien parce qu'il est plus drôle, il est plus humoristique, il se prend encore moins au sérieux que Desperado. C'est vrai qu'il y a des moments où Desperado se prend peut-être un peu trop sérieux et que ça colle pas avec Robert Rodriguez tout simplement parce que oui, il fait des bonnes scènes d'action. Ouais, c'est vrai que dans ce film il y a des putains de scènes d'action avec des putains de ralentis. Ouais, j'adore, franchement, c'est vraiment réussi parfois. Mais au niveau de l'ensemble de l'œuvre, parfois il se prend peut-être un peu trop au sérieux et ça colle peut-être pas trop avec l'histoire, quoi. Mais vraiment, c'était un film très réussi. En plus, il y a Danny Trejo dedans, qui est un acteur que j'adore. Enfin, c'est le petit personnage. T'as pas envie de le voir forcément en rôle principal, mais rien que quand tu le vois en figurant, où t'es super content de le voir parce qu'il a une tronche, quoi. J'adore ce mec. C'est typiquement dans le genre de film quand on veut le voir, des films dans la Californie, dans le Nouveau-Mexique. Donc Desperado, un film très sympa. Très sympa, voilà, pour les fans de Robert Rodriguez, c'est un incontournable. Après, découvrir Robert Rodriguez, celui-là est plus accessible que El Mariachi. J'ai voulu commencer par El Mariachi parce que c'était le premier de la saga, mais c'est vrai qu'il est assez amateur, quoi. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Mar Adentro de Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar, c'est le 3e film que je vois de lui. J'avais vu son tout premier, Ouvre les yeux, qui est une tuerie. Vraiment, il est incroyable ce film. C'est un putain de thriller avec un putain de retournement de situation qui découvrait pour la première fois Penélope Cruz aux yeux du grand public. Foncez voir celui-là. Pas le temps d'en reparler là, mais voilà. Après, j'avais vu aussi Les Autres, son film le plus connu avec Nicole Kidman, tout ça. J'étais pas fan, vraiment pas, j'aimerais le revoir parce que j'en ai des bons souvenirs quand même, c'est le genre de film que je me souviens de ne pas du tout avoir aimé, mais pourtant, des fois j'ai des envies de le revoir parce que, je sais pas, il y avait un truc qui était pas mal, le retournement de situation était sympathique aussi. Donc là, Mar Adentro, 5 ans après son film Les Autres, un virage à 180 degrés, 360 degrés même je dirais. Alors là, c'est vraiment loin des films qu'on peut s'imaginer de Amenábar. C'est pas du tout un thriller, c'est pas du tout... Alors on retrouve des thèmes assez morbides, tels que le suicide, voilà. Mais c'est loin de ce qu'on a vu chez Amenábar. C'est pas du tout un thriller, rien. C'est un homme qui, suite à un accident, je me souviens plus ce que c'est son accident, est complètement... Il ne peut plus bouger du tout, il est cloîtré il est collé à son lit, il ne peut bouger que la tête, et donc toute sa vie, il la passe dans son lit. Sa famille veille sur lui, et lui, c'est qu'il n'a qu'une envie, c'est de se suicider. Mais personne veut enfin la justice espagnole ne veut pas lui accorder ce droit. Donc voilà. Et il va se battre donc pour l'avoir. C'est le premier film où on découvrait Javier Bardem. Alors, enfin moi en tout cas, c'est un des premiers films dans lequel on le voit. Il est excellent dans ce rôle, vraiment, c'est quelque chose d'être un acteur qui passe son temps, tout le temps dans un lit, quoi. Il réussit super bien, enfin c'est vraiment super. Au niveau de l'esthétique du film aussi, on retrouve vraiment cette patte Amenábar que j'aime beaucoup. Parfois c'est vrai que c'est pas un thriller, mais on retrouve des trucs qui nous rapprochent de ce que Amenábar nous avait déjà montré. Dans ses précédents thrillers, il y a une scène où... Ah oui, je sais d'ailleurs pourquoi il a eu cet accident. C'est qu'il a sauté dans la mer et qu'il y avait un rocher dessus et il s'est brisé la colonne vertébrale, quoi. Et donc cette scène, comment elle est filmée, ça fait très thriller, mais à la fois on est en plein jour, il fait très beau sur une belle plage, tout ça. J'aime beaucoup l'esthétique de ce moment-là. Il y a une autre scène où Javier Bardem s'imagine qu'il retrouve l'usage de ses jambes, qu'il sort de sa chambre, tout ça, c'est très bien réalisé. Mais après, hormis la réalisation et le jeu d'acteur de Javier Bardem et certains autres acteurs, il y en a qui sont un peu en dessous, j'ai trouvé, c'est assez chiant. À l'effigie de la vie du personnage peut-être. C'est vrai que je me suis un peu ennuyé devant ce film. Il était assez long. Non, pas spécialement long, mais
faire 1h45, quoi, une durée pas incroyable, mais il est long, il est chiant. Il y avait un film de Alex de la Iglesia qui était un petit peu pareil, c'est-à-dire c'est Un jour de chance, pour ceux qui connaissent, c'est un peu la même histoire, un mec qui est cloué tout le film avec un pic planté dans le cerveau, il peut plus bouger. Mais là c'était pas chiant, il y avait de l'animation, il y avait... Bon, alors c'est très différent parce que le film d'Alex de la Iglesia critiquait plutôt le côté médiatique de la chose, c'est-à-dire que personne venait l'aider et tout le monde venait le prendre en photo pour le côté incroyable, tout ça. Mar Adentro s'intéresse plus aux relations qu'a le personnage avec sa famille, qu'a le personnage avec des personnes qui ont été touchées par son histoire, qui l'ont vu par la télé. Le personnage a même une relation amoureuse avec une femme. Voilà, mais finalement le film c'est simplement des dialogues entre les personnages qui viennent voir et au bout d'un moment c'est très long, c'est intéressant mais j'ai du mal à finir ce film, donc c'est un film que je recommande pas vraiment. Si vous voulez découvrir le cinéma d'Amenábar, regardez plutôt Ouvre les yeux, c'est un putain de thriller. Rien que je peux pas vous expliquer le film là, mais regardez juste la bande-annonce du film qui est juste incroyable, quoi. Vous avez qu'une envie après avoir vu ça, c'est de voir le film, quoi. Il a été refait par les cinémas, par les studios hollywoodiens. Ce film, ça s'appelle Vanilla Sky. Moi je l'ai pas vu, je le rattraperai un jour. Ce mois-ci, j'ai vu Starship Troopers, réalisé par le mec qui a fait Robocop. J'ai plus son nom, le mec qui a fait Basic Instinct, tout ça, Paul Verhoeven. Alors, je connaissais ce film de nom, moi j'étais pas très intéressé parce que c'était plutôt un film de science-fiction et je suis vraiment pas fan de ce genre-là. Mais il y avait Ginger Force qui en avait parlé, qui avait fait la critique très récemment, il y a un mois ou deux. Et donc, elle avait l'air de parler du film comme si c'était un film incroyable. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la critique de la société américaine, notamment au niveau de la perception de la guerre par les Américains, limite comme un jeu. Alors, je voulais voir ça pouvait être intéressant. Ah non, là par contre, je me suis cassé la gueule, mais bien comme il faut, quoi. Ah, c'est vraiment la merde. Je suis désolé, il y a peut-être des fans de Starship Troopers. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était nul. Le film commençait vraiment sympa. C'était vraiment très super, même. J'avais l'impression que tout le film allait être comme ça. C'est-à-dire qu'on commence avec... Bon, alors c'est vrai que des fois, ça fait un peu série Z. Enfin, peut-être pas série Z, mais série B. Au niveau de la façon de filmer, je trouve pas ça incroyable. C'est surtout au niveau, il y a certaines idées qui sont intéressantes, mais les acteurs sont pas très bons, à part les actrices qui sont assez jolies, mais au début, malgré ça, le film commençait plutôt bien par un postulat sur quelque chose qui critiquait vraiment, comme je vous l'ai dit, la perception de voir la guerre. Avec plusieurs coupures du film, avec des publicités pour attirer les jeunes à partir faire la guerre sur les autres planètes et conquérir l'univers, où on voit des soldats donner des armes à des enfants comme si c'était un jouet, tout ça. Ça partait bien, j'aimais bien, ça allait. J'attendais que le film me montre un petit peu plus. La seconde partie se base plutôt sur un entraînement dans lequel on voit d'un côté le mec qui part devenir un soldat et de l'autre côté la fille qui devient pilote. On a leur apprentissage, tout ça. Bon, déjà ça commençait un peu plus à être moins intéressant. C'est sûr que c'était pas la scène de préparation de Full Metal Jacket ou un truc comme ça. C'était beaucoup moins bien, même si c'est vrai qu'on ressent pas ce plagiat, mais ça tente d'imiter, on va dire. Et là où je me suis perdu totalement, c'est dans la troisième partie du film, qui est consacrée seulement à une conquête d'une planète, à l'attaque des États-Unis sur des arachnoïdes, un truc comme ça. L'ennemi juré dans l'univers.
Et donc c'est que une bataille. Les scènes d'action sont mal foutues, les effets sont mal faits, sont dégueulasses parfois. On a des coupures avec la fille qui est justement dans son vaisseau, mais on s'en fout d'elle, à part qu'elle vient à la fin sauver le mec. Ça fait un moment qu'on s'intéressait plus à elle déjà dans le film. Ça devient ridicule cette fin, quoi. Il y a un moment où j'ai explosé de rire. C'est quand à la toute fin, Neil Patrick Harris, qui est un personnage qu'on nous avait présenté au début, est devenu un chef de l'armée américaine. Il s'approche d'un arachnoïde. Qu'est-ce qu'il lui fait déjà? Il s'approche d'elle, du cerveau des arachnoïdes, un peu la reine. Il s'approche d'elle et puis il voit qu'elle a peur. Et là, il crie, elle a peur. Et là, tout le monde gueule, ouais, mais c'est débile. Tu cries pour une victoire, tu cries pas parce qu'un arachnoïde a peur ou je sais pas. J'ai trouvé ça tellement bidon. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Des fois, il y a des incohérences tellement grosses que je remarque pas, mais là, pour remarquer, quoi, c'est bidon. La mise en scène n'est pas incroyable, il y a quelques idées, comme je disais, les spots publicitaires qui auraient pu être intéressants. Mais finalement, tout ce côté critique qu'on pouvait retrouver au début du film est totalement oublié dès la deuxième partie, où on nous présente plutôt la dureté de l'armée, tout ça, bref, en raté, alors que le début, la critique était plutôt réussie. Et puis pendant le film, pendant la bataille, alors qu'on n'est plus du tout dans la critique, on va nous remettre des spots publicitaires où on voit, comme au début, on voit comment ils sont engagés dans l'armée de façon... enfin bref, pour moi c'est un ratage. Pour l'instant, Paul Verhoeven, j'ai vu que 2 films de lui. J'ai vu le remake de Robocop, mais j'ai pas vu Robocop. J'ai vu Basic Instinct que j'avais pas trouvé si bien que ça. Et puis celui-là que j'ai trouvé merdique, quoi. Donc je vais continuer encore une fois, mais je suis pas fan, vraiment pas. Ce mois-ci, j'ai vu Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, un film sud-coréen qui fait partie de la trilogie de la vengeance de Chan-wook. Évidemment, vous devez sûrement connaître Old Boy, peut-être moins celui-ci, même s'il est quand même assez connu. Old Boy, c'est le film que j'avais découvert en premier de lui, et c'est le seul d'ailleurs avec celui-là. Et j'avais surkiffé, c'était vraiment super, le retournement de situation, mais tellement... Je peux pas te dire plus, mais... Il y a des retournements de situation, un coup de poing qui t'étonne et qui te retourne le cerveau. Là, c'est pas vraiment ça, c'est plus... dégueulasse, quoi. Tu te dis putain, mais c'est horrible, quoi, cette histoire, c'est quoi ce bazar? Enfin bref, Sympathy for Mr. Vengeance est moins réussi, ça c'est certain. C'est du cinéma asiatique, donc là franchement je peux vraiment pas le conseiller à tout le monde. Des trucs complètement qui pourraient nous paraître totalement absurdes, totalement... Il y a qu'à voir Battle Royale, quoi. Il y a des séquences qui sont what the fuck dans Battle Royale. Moi j'ai pas aimé Battle Royale, mais là c'est un peu pareil. C'est du cinéma asiatique, quoi. C'est la façon de filmer des asiatiques. Moi j'aime bien, j'ai envie de découvrir. Là, l'autre jour, je sais pas pourquoi, j'ai allumé mon ordinateur et au lieu de télécharger des films, je sais pas, des films de réalisateurs américains, je me suis téléchargé 10 films asiatiques de Park Chan-wook, Akira Kurosawa, je sais plus qui, bref. Donc c'est très asiatique, mais si vous aimez le cinéma asiatique, vous allez adorer. C'est un thriller assez macabre, encore une fois, parfois assez dégueulasse, assez choquant. Il y a moins d'inceste que dans Old Boy, mais voilà. Après, je l'ai beaucoup moins aimé parce que le film est plutôt assez lent par rapport à Old Boy, et c'est dû à un simple fait, c'est que notre personnage principal il est muet, donc sourd et muet je crois. Donc après c'est plutôt réussi, ça aurait pu être
tellement plus chiant encore. Il a réussi à faire quelque chose d'assez intéressant. Il est très expressif malgré son côté qu'il soit muet. Mais parfois c'est vrai que c'est un peu lourd. On a des scènes qui durent très longtemps, dans lesquelles on a aucun bruit, on n'a aucun silence. Mais c'est vrai que le film est assez choc. Il y a 3 scènes qui sont assez puissantes. 3 scènes de mort à chaque fois. Il y a pas mal de morts dans ce film. C'est du cinéma asiatique, donc on tue partout. Ouais, c'était un plutôt bon film. Après, ça n'a pas été un gros kiff. Je vous conseillerais plus Old Boy. Mais franchement, si vous êtes fan de cinéma asiatique, celui-là, et surtout Park Chan-wook, quoi. C'est Park Chan-wook, c'est ça, quoi. J'ai pas vu d'autres films de lui, je vais me taper Lady Vengeance prochainement. Mais voilà, j'ai bien aimé et ça m'a incité, comme je vous l'ai dit, à regarder un peu plus de cinéma asiatique. C'est un cinéma qui est très intéressant, donc je vais voir, et puis voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Police de Mai Wen, à l'occasion de la sortie de Mon Roi, parce que Mai Wen, je connaissais pas, je l'avais jamais vu. Vous voyez un petit peu à quel point j'ai de la culture en retard. Enfin, je dis pas que c'est un film culte non plus, mais voilà, il y a pas mal de films assez célèbres que je découvre. Ah, c'était vraiment... J'ai kiffé ce film, quoi. À la différence d'un Des Mineurs où... Enfin, ils sont pas trop comparables, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de scénario, et plus on suit des gens durant leur vie. J'ai vu un film ce soir, j'en parlerai pas parce que on est en février, mais j'en parlerai le mois prochain. C'est un film Mange tes morts qui suit la vie de gitans, et un petit peu pareil. Il n'y a pas vraiment de scénario, on suit juste leur vie. Et bien c'est bien plus réussi que dans Des Mineurs parce que les personnages sont intéressants, ils sont attachants, ils sont intéressants, ils ont des relations entre eux. Ce qu'il n'y a pas dans Des Mineurs, c'est voilà, tout simplement. Les histoires sont intéressantes, les coups de colère de Joe Star, on entre dans la police. Des Mineurs, on se rend compte de certains trucs horribles qu'on peut découvrir quand on fait ce métier, la difficulté à travailler dans ce milieu. Nous qui avons tendance à toujours gueuler sur les policiers, bon là c'est pas vraiment les policiers, mais c'est la police des mineurs. Mais voilà, parfois il y a une séquence avec Audrey Lamy dans un de ses premiers rôles, je pense, qui est assez... mais le pire c'est que ça existe, hein. J'en suis persuadé qu'il y a des parents vraiment comme ça en France, quoi. J'ai pas plus à dire sur ce film, la mise en scène est plutôt simple, c'est-à-dire qu'on est limite dans un documentaire, et c'est plutôt réussi. C'est vrai que les acteurs sont tous très bons et on rentre dans le film, comme si c'était un documentaire, vraiment. Vraiment le seul bémol que je rajouterais à ce film, parce que sinon pour moi c'est une très grande réussite, c'est le personnage de Mai Wen. Il était vraiment très dispensable dans le film. J'aime beaucoup Joe Star, que ce soit au niveau du rap, que ce soit au niveau du personnage, même si parfois il dit un peu de la merde, ou que ce soit en tant qu'acteur. J'aime beaucoup ce personnage et il a le bon personnage, c'est-à-dire que c'est le gueulard, mais pas le même gueulard qu'on trouve dans NTM, où on peut voir la télé, c'est un gueulard un petit peu plus modéré, on va dire. Il a une relation avec Mai Wen, comme dans la vraie vie, où je crois que c'est fini, bon bref, on s'en fout. Son personnage de Mai Wen est très dispensable, c'est-à-dire qu'elle joue pas super bien, je trouve. Elle doit jouer un personnage coincé, mais elle abuse un petit peu. Elle fait trop coincé, enfin... Non, c'est assez raté son jeu d'acteur. Même son personnage n'est pas intéressant, il ne fait pas avancer l'histoire, je trouve. Donc voilà, c'est le seul bémol vraiment que j'aurais pu poser. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les relations entre les personnages, le fait qu'il y a tellement de tensions dans ce milieu-là que des personnes qui, on nous les montre comme étant de super amis, quoi, qui se connaissent depuis longtemps, ils font souvent des fêtes ensemble, voilà. Et des fois ils pètent les plombs, et notamment la fin qui est le pétage de plomb par absolu. Et du coup, voilà, quand on voit ça, on respecte ce genre de métier, quoi, tout simplement.
Enfin voilà, pour moi c'était un super film que je vous conseille vivement de regarder. C'est très intéressant, très bien réalisé, et voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Halloween, la nuit des masques. Je continue avec John Carpenter, en parallèle de Wes Craven encore, je fais un petit peu les deux chacun leur tour. Peut-être qu'un jour j'aurai le film coup de cœur, où je trouverai vraiment un film d'horreur qui me fait peur, c'est ce que j'attends. Bon alors je vais dire un peu les mêmes choses qu'avec Scream, hein. Les mêmes choses que j'ai pensé avec Scream, que j'ai pensé avec La Chose, que j'ai pensé avec... J'ai vu quoi d'autre de Wes Craven, que j'ai pensé avec Les Griffes de la Nuit. C'est des bons films, on passe un bon moment devant, mais ils sont pas flippants, quoi. Je n'ai pas un seul moment peur, il n'y a aucune tension. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur c'était lequel, Scream, il y a un problème quand on est devant un film d'horreur qui est considéré comme un des films qui est censé avoir fait le plus peur. Alors je pense que ça vient de moi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû flipper devant ce film. Je sais pas, je suis vraiment insensible à ce cinéma, quoi. Vraiment, hein. Je ne ressens aucune émotion devant ce genre de film. Aucun frisson, aucune tension. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais les seuls films qui arrivent vraiment à me faire flipper, moi, parfois, c'est les thrillers comme Zodiac ou Le Silence des agneaux. Là, ça me fait peur quand je vois le... Parce que finalement, dans ces films-là, on n'a pas le contexte autour du personnage. On sait juste qu'on a une personne qui va se faire tuer, mais on n'a pas la question de vraiment pourquoi est-ce que... s'il y a quelques clés, quelques petites explications par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment, comme dans un thriller comme Le Silence des agneaux, où vraiment on nous montre la folie du personnage, à quel point les hommes peuvent être fous, comme Buffalo Bill. Ça c'est flippant, je trouve. Pas ça. Mais je passe un bon moment devant ce film, il y a quelques bonnes idées de réalisation, la musique est sympathique, je trouve. Mais voilà, je trouve que c'est toujours les mêmes films, encore une fois. C'est-à-dire que ce soit Scream, celui-là, c'est des jeunes qui vont passer la nuit dans une soirée, dans une maison, les parents sont partis, ils boivent un peu d'alcool, il y a un peu de sexe, ils se regardent un film d'horreur, et puis un tueur arrive, il se cache, et puis il les tue, quoi. Donc ouais, un film devant lequel je l'ai regardé avec plaisir, je me suis pas ennuyé, mais dans la mesure où c'est censé être un film d'horreur, qui est censé être un film qui fait peur, bah c'est raté finalement. Donc n'hésitez pas à me mettre, encore une fois je vous le redemande, de mettre des films d'horreur qui vous ont vraiment fait flipper. Je cherche encore, je trouve pas vraiment. J'ai un autre film d'horreur, je sais pas si j'en ai d'autres encore qui vont venir après dans 2 films. Donc voilà, Halloween, dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir. Ce mois-ci, j'ai vu Sicario de Denis Villeneuve. Ah. Alors, il faut savoir que Denis Villeneuve, je pense pas en avoir déjà parlé dans mes vidéos. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Même pour ses premiers films, que ce soit Maelstrom, Incendie, j'aime moins. Polytechnique, ça va, j'aime pas mal. Mais surtout, mes deux préférés, comme la plupart des gens, Incendie, pas trop. Mais Enemy et Prisoners, qui pour moi sont des réussites totales, des chefs-d'œuvre. Après ces 2 films, Denis Villeneuve donc revient à Hollywood avec un 3e film, Sicario, qui sort plutôt qui sort du thriller pour venir dans les cartels de drogue et suivre la vie d'une équipe, enfin plutôt 2 personnages traquant un caïd. Ah, j'étais déçu quoi. J'ai retrouvé la mise en scène, j'ai retrouvé une belle photographie. Je dois avouer que les personnages étaient assez bien travaillés quand même. Emily Blunt, je retrouve l'acteur de Walking Dead que j'aime beaucoup, qui fait une petite apparition mais qui est très sympathique dans le film.
Mais le film est chiant, d'une part, le film n'est pas très intéressant d'autre part, et la mise en scène, même si... Enfin voilà, Denis Villeneuve se repose un peu sur ses acquis, je trouve. Là, il commence à rentrer dans un système où il nous pond un film par an. Je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, franchement. L'année prochaine, il nous pond... Je sais plus le titre. L'année d'après, il va encore nous pondre Blade Runner 2. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie, et surtout que là, il commence du coup à ne plus écrire ses propres scénarios. Ces films deviennent peut-être impersonnels du coup, je trouve. Après, il y a des réalisateurs qui mettent leurs pattes même dans des films qui ne sont pas écrits par eux-mêmes, hein, je dis pas. Mais voilà, je trouve une lassitude. Je commence à me lasser de son cinéma déjà, alors qu'il vient à peine de finalement se faire connaître réellement du grand public. Après, je dois avouer que c'est Emily Blunt qui joue, ouais, elle joue bien, j'aime pas mal cette actrice. Je l'avais vue dans Looper déjà le mois dernier. Mais j'ai pas aimé ce film, le film ne m'a pas transporté, loin de là, je lui ai mis à peine la moyenne. Enfin voilà, le film ne m'a pas du tout emballé. J'ai pas plus à dire sur ce film, voilà, tout simplement. Ce mois-ci, j'ai vu Hostel 2 pour tenter de voir si Eli Roth vaut vraiment sa place de réalisateur de films d'horreur célèbres. Après Hostel 1, dont j'avais carrément fait un vlog, n'hésitez pas à le voir sur ma chaîne. J'avais pas du tout aimé, j'avais pas été emballé. Et ben Hostel 2 est plutôt sympathique, c'est très différent je trouve. Il y a un peu plus de gore, ce qu'on attend finalement de ce film. Des personnages un peu moins stéréotypés, une ambiance plus horrifique, quelques scènes assez macabres, un peu plus. Une ambiance plutôt réussie, même si on retrouve toujours... quand je disais les personnages moins stéréotypés, on retrouve quand même les bimbos et tout qu'on avait déjà dans Hostel. Même cette fois-ci, on en a carrément 3. Et on n'a plus de mecs, du coup. Mais c'était un... Voilà, j'ai vraiment plutôt bien apprécié mon visionnage de Hostel 2. Mieux que Hostel 1 en tout cas. Je vais continuer de voir un petit peu son cinéma. La scène de fin par contre, j'ai trouvé qu'elle était un peu similaire à Hostel 1 finalement. Même si elle est plus gore, ça c'est certain. Et on découvre un peu mieux finalement l'entreprise qu'on n'avait pas vraiment compris finalement dans le 1. Après il y a toujours ces gosses assez chelous, je sais pas, je pense qu'il y a une symbolique derrière. Ce gang de gosses qui arrive toujours à des moments avec une petite musique. Et finalement quand j'y réfléchis, c'est vrai qu'ils sont assez flippants ces gosses quoi. Dans Hostel 1 ils faisaient plutôt rigoler, c'était plutôt drôle à chaque fois quand ils apparaissaient. Mais là, ouais, c'est vrai que parfois ça apportait un peu de tension, sans parler de peur vraiment, mais voilà. Après, j'ai bien aimé aussi de voir un peu le point de vue des deux côtés, c'est-à-dire des victimes et à la fois des personnes qui payent pour tuer. Et il y a notamment la scène de fin dans laquelle une personne qui a payé pour tuer dans l'entreprise, désolé, je spoil un petit peu. Mais voilà, on découvre vraiment des peurs, les peurs face au crime, quelque chose qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. Du coup, c'était raté parce que dans le premier, on voyait juste des personnes torturées, c'était même pas gore. Là, c'est à la fois gore et à la fois, nos personnages sont humains, quoi, même si on est dans un film d'horreur et que voilà. Donc pour moi, Hostel 2, c'est une plus grande réussite que Hostel 1, pas un chef-d'œuvre, mais un très bon visionnage de ce mois-ci. Si vous regardez Hostel 1 et que vous n'aimez pas vraiment, je vous conseillerais peut-être de découvrir Hostel 2 pour vous faire au moins une idée sûre et certaine de ce qu'est le cinéma d'Eli Roth. Après moi je vais continuer encore une fois, je vais peut-être pas regarder Hostel 3 parce qu'il est plutôt mal noté et que c'est pas Eli Roth en plus qui l'a fait. Pourquoi pas, peut-être un jour. Je vais me pencher un petit peu sur ce qu'il a fait d'autre. Voilà.